les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Valérie Messica. Bonjour Valérie. Bonjour. Bien sûr, on va te présenter, même si tout le monde te connaît. Donc, première question, quel est ton plus ancien ou ton plus joli souvenir de bijoux ? Je pense ma grand-mère. Je voyais ses mains et elle avait une chevalière et un beau bracelet. Et quand je pense à elle, je pense à ses mains et à ses bijoux. C'était comment ces bijoux ? Elle avait une améthyste et des bijoux en or jaune et un bracelet un peu comme de la maille, de la cotte de maille. Donc en fait, c'est pas forcément le souvenir d'un bijou pour moi, mais le bijou une gestuelle associée à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et c'était de l'or jaune et c'était très souple, je suppose. Ouais, très souple, absolument. Il y avait une chevalière très forte, très, avec beaucoup de caractère. Et le fait qu'elle le portait au petit doigt, c'est comme si sa gestuelle était aussi guidée par sa chevalière, je sais pas. Et le bracelet, c'était très souple comme un bijou de peau. Très intéressant, les bijoux de peau. D'ailleurs, il y a eu Adeline Monnier qui était la brillante qui faisait des bijoux de peau dans la saison 2. Alors, moi, je suis extrêmement curieuse du podcast de Messica à l'instant parce que il y a peu de maisons de la place Vendôme qui font des podcasts parce que la place Vendôme fait des podcasts, bien sûr, mais très peu en font vraiment sur les bijoux. Mais figurez-vous que je ne savais pas. Je regarde très peu ce que font les autres dans mon métier, même si j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes confrères. Donc je ne savais pas que... Et alors, ils ont pris des podcasts sur quel thème ? Eh bien, les grandes maisons ont fait un certain nombre de podcasts. Cartier a 4 podcasts, Chanel 4 podcasts, mais en fait, on ne parle pas des bijoux. C'est-à-dire que la place Vendôme fait des podcasts sur l'ADN des marques et son environnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des podcasts sur l'art, la littérature, la musique, mais pas directement sur les bijoux. Alors, comme il y a peu de podcasts sur la joaillerie, même sur la place Vendôme, mais évidemment, ça commence. Il y a Van Cleef qui en fait un, Boucheron qui en fait un, magnifique. Mais c'est les seuls qui font des choses directement sur la joaillerie. Et donc, vous êtes une exception, parce que déjà, vous êtes la marque de diamants et vous existez. Parce que, évidemment, Monsieur Boucheron, Mademoiselle Chanel sont un peu morts depuis longtemps. Et vous êtes ultra moderne, y compris dans le côté podcast. Écoutez, merci de me le dire. Je suis contente. J'ai adoré cet exercice l'année dernière que les filles de la communication m'ont imposé comme exercice de style. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce rapport intimiste avec les gens et de raconter aussi plus des anecdotes. Et c'est souvent dans les anecdotes que les choses se font, finalement. Et qu'elles se révèlent. Moi, j'ai adoré vous écouter votre papa. J'ai adoré vous écouter, vous. Oui, et c'est ça la force d'un podcast. C'est justement, on a l'impression d'être proche de la personne qu'on écoute, sans forcément la connaître. Parce que du coup, on avait l'impression d'être avec vous. Exactement. C'est comme avec Pierre Hermé, on voit beaucoup de choses, mais là, on l'attendait pas sur le bijou de la galette, en fait. Et puis, bien sûr, il y avait l'ingénieur qui travaillait à la production. Et là, effectivement, l'entendre, c'était autre chose. Ah oui, un grand monsieur qui aujourd'hui nous a aussi permis de grandir si rapidement. Parce que la production, c'est un vrai enjeu.
Et alors, vous avez dit oui tout de suite ou vous vous êtes dit, oh là là, le podcast, encore un truc en plus à faire? Franchement, j'ai dit oui assez rapidement, même si très certainement, au fond de moi, je me disais, bon, bah, ça va quand même être un peu consommateur de temps, parce que c'est un engagement. Quand on choisit de faire quelque chose, il faut le faire bien. Mais ça a été aussi l'occasion de verser aussi une petite larme entre mon père et moi, pour faire le point sur des choses et de se passer des messages. Et avec les autres? Et avec les autres, j'étais ravie de ce podcast avec Pierre, qui est quelqu'un que j'estime et que j'aime énormément. Avec aussi Monsieur Loufrani, dont je connaissais aussi le papa. Je pense que c'est hyper intéressant comme objet, ce smiley, dans notre culture aujourd'hui. Et comme je revendique d'être une joaillerie de mon époque, c'était un exercice que j'ai adoré faire aussi. Et puis, qui j'ai eu d'autres en podcast? Mon papa, bien évidemment, ça je vous l'ai dit. Pierre Hermé et Antoine Trémolinas. Et Antoine, pourquoi aujourd'hui, quand on a la chance d'être comme moi, d'être bien entouré, on peut pas construire une success story sans avoir des gens hyper solides autour de soi. Et c'est clair que moi aujourd'hui, j'aime m'atteler à ce que je sais bien faire. Et en l'occurrence, la production, c'est pas mon truc. Donc, et sans production, il n'y a pas de bijoux. Sans bijoux, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de. Donc c'est incroyable pour moi de aussi mettre en lumière les gens qui sont dans l'ombre et qui sont derrière moi. Et du coup, ce podcast, entre la proposition et la réalisation, il y a eu combien de temps? Alors, je dirais que les filles qui ont bossé plus en amont dessus, ça a été consommateur de peut-être plusieurs mois. En ce qui me concerne, moi, ça a été une prise de temps relativement concentrée. On m'a tout calé sur plusieurs jours et le tour était joué. Mais je sais que les filles ont été bien prises par le sujet. Et la musique que vous avez choisie, vous avez laissé choisir? J'ai choisi. Ça a été présenté, j'ai eu 2 propositions et j'ai beaucoup aimé. Même la voix, on m'a fait choisir la voix. J'ai eu des voix de femmes au début. Et puis finalement, moi qui aime beaucoup les femmes, ça s'est retourné sur un homme. Je sais pas, ça a été un peu comme une évidence de choix. Et voilà, effectivement, je me suis aussi impliquée là-dedans, même si les filles avaient déjà fait un bon travail en amont. Et pourquoi le choix homme-femme alors? J'ai aimé le ton de sa voix. J'ai trouvé rassurante. Et en fait, il modérait très bien les échanges entre nous. C'était naturel. Donc mon choix a été confirmé comme quoi c'était un bon choix. Quels sont les retours du podcast? Alors, je pense que les gens ont vraiment beaucoup aimé et je m'attendais pas à ça parce que justement, on pense que c'est un exercice qui va être un peu plus dans l'ombre ou un peu plus intimiste aussi quant à la réception. Et comme c'est pas un exercice visuel et qu'aujourd'hui on est dans un monde où le visuel compte beaucoup, ça a confirmé cette tendance que j'ai constatée autour de moi, que les gens adorent les podcasts. Ça accompagne les gens dans la rue, dans leur chemin pour aller au travail, dans plein de choses et ça les nourrit, ça les inspire. J'ai eu beaucoup de retours sur le côté inspirant. Ce qui est normal puisque vous l'appelez à l'instinct, donc ça fait le job, quoi. Alors, à l'instinct ne veut pas dire inspirant, mais à l'instinct voulait signifier un mécanisme de fonctionnement que je revendique de plus en plus officiellement, parce qu'en fait, je pense que je l'avais instinctivement sans forcément m'en rendre compte. Et c'est un conseil que j'ai à donner aux gens qui m'entourent, mais aussi aux gens que je ne connais pas, et par exemple à mes filles aussi. On a tendance un peu trop parfois à cérébraliser les choses, et finalement, le retour à l'instinct, c'est-à-dire à notre première impression, ne pas l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours juste, mais se reconnecter avec ça, c'est souvent intéressant. Et ça, moi, en tout cas, parfois, ça m'a permis d'avancer plus rapidement. Oui, donc c'est pas seulement le processus créatif. Non, pas du tout. C'est même un mécanisme d'entreprise. Et c'est un mécanisme managérial aussi? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et aussi dans les valeurs de la maison, je dis souvent think out of the box, c'est-à-dire ne pas faire. Je pense que si la maison Messika existe aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait les choses comme les autres. Non pas que les autres faisaient mal, mais parce qu'on est différent, on existe. Donc je demande aussi à mes équipes de, quand ils travaillent sur une stratégie dans différents domaines, essayer de ne pas trop faire comme les autres, de trouver quelque chose qui nous corresponde, parce qu'on a forcément tendance à regarder, et en regardant on s'inspire, alors c'est intéressant, mais de se recentrer sur qui on est et de rester différent, quoi. Et je pense que ce podcast illustre ça complètement, parce que vous rassemblez votre père, vous, la jeunesse de la boîte, hein, et puis vous rassemblez ce que vous avez voulu faire, comme le smiley et la galette des rois. C'était des opérations différentes, peut-être un peu plus en coup de cœur. Oui, c'est souvent des coups de cœur, ouais. Ça, c'est clair.
Et donc maintenant, on va parler de Messika. Alors, tout le monde a l'impression de bien connaître, mais par exemple, pour moi, Messika, c'est le move. Alors, je sais que chacun y met ses significations. Moi, j'ai 3 enfants, donc les 3 diamants qui bougent dans le mood, évidemment, ça me parle. C'est quand même un bon départ, non, le move? Ah oui, oui, non, je lui dois beaucoup au Move. Maintenant, le Move, c'est pas une collection, c'est même presque une plateforme de marque. C'est-à-dire, j'ai tellement de références et de modèles et de styles et de prix différents que c'est pas... Le move, c'est ce qui move. C'est ce qui Move, exactement. Et ça va bien à la dynamique de la maison parce que on est en mouvement tout le temps. Et puis, on est pour les femmes en mouvement et pas que, d'ailleurs, aussi les hommes maintenant, parce qu'on a ouvert la gamme sur les hommes aussi, qui marche plutôt très bien. Je pense que je lui dois beaucoup à cette collection parce que vous pouvez pas revendiquer à être une marque si vous n'avez pas un modèle que les gens reconnaissent sans forcément savoir d'où ils l'ont vu ou qui est derrière cette marque. Donc effectivement, l'écriture de ce modèle étant reconnaissable, et c'est ce que j'aime le plus aussi, c'est de m'amuser à tirer, à le décliner en fonction des thèmes, des saisons, des styles, des univers différents, de voir à quel point il est stretchable. Oui, il est modulable complètement. D'ailleurs, il faisait aussi partie de la surprise de la galette des rois. Absolument. C'est la preuve qu'il se décline dans tous les ordres, dans tous les certis, dans tous les numéros. Mais l'important surtout, c'est que ça bouge. Donc c'est peut-être le symbole de la société, et de ce qui évolue, et de la liberté, peut-être. C'est peut-être le symbole de la liberté de cette société que vous avez créée. Ah oui, la liberté, c'est une valeur qui est importante pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de liberté dans cette aventure. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les mains libres sur des choses et sans justement, une fois de plus, avoir à penser à comment me fournir les diamants, combien j'allais mettre de carats. On m'a pas mis dans un coin, où je ne me suis pas mis dans un coin où j'étais enfermée entre 4 côtés, quoi. J'ai eu mon père qui m'a beaucoup aidée, puisqu'il me permettait d'avoir des diamants facilement, en confier. Et à chaque fois, il me disait « Mais t'inquiète pas, si tu les vends pas, je te les reprends ». Donc j'ai pu avoir une créativité, on va dire, très débridée parce que j'étais libre de pouvoir ne penser qu'à ça. Et justement, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? L'aventure humaine. Alors ça, c'est vraiment au-delà bien au-delà des modèles. Je pense que ce qui m'émeut presque, c'est de voir à quel point, en étant quand même le chef de file de plus de 300 personnes, j'ai réussi, parce que je suis pas seule, mais j'ai quand même insufflé cette énergie qui est très communicative dans les équipes. Alors forcément, c'est pas, je vais pas vous faire croire que tout est rose, et forcément il y a des gens, parce qu'il y a beaucoup de pression chez Messika, ça va vite, il faut savoir avoir une conduite sportive. Donc forcément, je dis pas que c'est toujours magnifique, mais je vois mes équipes se donner vraiment corps et âme, chacun dans leur service différent, pour faire avancer cette machine au mieux et essayer toujours de trouver des solutions, et aussi de se surpasser eux-mêmes. Alors, Messika a un positionnement extrêmement différent. Un positionnement extrêmement mode, un positionnement où le bijou n'est pas un bijou statement. Est-ce que vous pensez que, à travers tout ça, vous avez réussi votre pari? Alors tout mon pari, je sais pas, parce qu'on n'a jamais vraiment fini tout ce qu'on entreprend, mais je pense que là où je constate que j'ai quand même réussi une partie du challenge, c'est de voir que dans mes boutiques, les femmes viennent s'acheter des bijoux pour elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Non seulement elles viennent, mais elles reviennent, parce qu'en plus, la force de Messika, c'est aussi d'avoir des gammes très longues, très vastes, variées, des collections avec profondes. Et donc en fait, la femme, quand elle a un bonus, quand elle a envie de se faire plaisir, au lieu d'aller s'acheter peut-être un sac à main ou une paire de chaussures, elle va s'acheter un bijou. Et ça, en fait, c'est un changement d'attitude sur un produit qui, à la base, n'était pas dans ce genre de... Donc, en fait, on pousse la porte de Messika comme on peut pousser la porte d'une boutique de mode. Et c'est dans mon écriture, c'est dans mon ADN, et c'est allé jusqu'au client. Donc pour ça, je suis contente d'avoir un peu contribué un peu à changer les mentalités à notre niveau sur ce sujet. Oui, on n'est pas obligé d'attendre qu'un homme vous offre un diamant. Et on peut n'avoir aucun homme et s'acheter un bijou aussi. Et vous parliez de vos filles. Est-ce que elles ont, elles aussi, un bijou préféré? Elles sont déjà super fières. Elles regardent tout le temps mon poignet pour savoir si j'ai le bracelet Noah ou le bracelet Roman à mon poignet.
Elle me suit pas mal dans le travail, donc souvent je vais voir les boutiques et elle regarde la collection, qui est le plus vendue, elle voit qu'est-ce que les femmes portent. Parfois dans la rue, elle voit des femmes qui portent le nom de leur collection. Elles ont même vu des femmes, c'était très drôle d'ailleurs, ma fille de 9 ans a remarqué une bague en disant « Maman, elle a une bague Messika ». Et en fait, c'était une bague pas connue de la collection, je pensais même pas qu'elle la connaissait, et plutôt dans une gamme assez chère. Et donc en fait, mon mari va voir la femme et dit « Ah, vous avez une très belle bague ». Et on voit la femme un peu gênée et elle dit « Ah oui, c'est une bague inspirée d'une marque que j'adore, Messika ». Et donc c'était inspiré. Donc on voit aussi des copies. Bon, à ce niveau-là, c'est aussi un hommage. Ouais, c'est vrai. Non, il faut savoir le prendre aussi comme ça. Ça prouve que l'identité artistique est très très forte. Ouais, absolument. Vous avez eu beaucoup de partenariats avec des stars, de Rihanna, Kate Moss, tout ça. Quelle est celle qui vous a le plus waouh, le plus touché? J'ai été gâtée sur le sujet. J'ai été assez émue par le bijou de vente de Rihanna, qui est un des derniers un peu... En fait, j'ai voulu faire un tribut à sa grossesse et donc, en fait, j'ai dessiné des bijoux de ventre et finalement, elle les a portés, elle les a adorés. Elle m'a même remerciée sur les réseaux. Et je trouve ça sympa parce que c'est pas forcément... tout le monde qui le fait. Alors, c'était pas un bijou offert, hein. C'était un bijou qu'elle a porté, prêté, et en fait, elle a dit j'adore, il est incroyable, etc. Donc, elle a même reporté au Vogue pour un édito, donc à plusieurs reprises. Et ce genre de femmes, elles ne se font pas dicter ce qu'elles doivent porter, c'est elles qui choisissent. Donc c'était quand même Enfin voilà, j'étais très touchée. Bien sûr que Beyoncé fait partie des femmes qui m'ont le plus gâtée, avec qui j'ai une histoire un peu particulière autour du Louvre, puisqu'elle a porté 2 fois Messika au Louvre, notamment une fois dans son clip et une fois en ayant privatisé le Louvre et en portant une bague Messika. Donc c'est aussi une belle histoire. Kate Moss, forcément, c'est un peu la femme qui habite mon imaginaire depuis que j'ai lancé la maison, parce qu'en fait, je trouve qu'elle a cette féminité un peu décontractée, un peu rock'n'roll, un peu versatile comme ça, qui me plaît, un peu rebelle. Et en fait, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et au-delà de la rencontrer, qu'elle devienne l'image de la maison, de faire une collaboration audio avec elle. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et enfin, j'oublierai pas non plus ma collaboration avec Gigi Hadid, qui marque une étape des 10 ans de cette collection iconique du Move et qui a été un carton. Et pourquoi elle m'a touchée? Parce que, en fait, elle a été tellement juste. C'est-à-dire que c'était pas une opération marketing, finalement. Elle était vraiment très incarnée. Elle incarnait vraiment cette force qu'a eu Messika de parler auprès des jeunes consommateurs, les fameux millennials que toutes les marques rêvent d'avoir. Et on s'est rendu compte qu'on l'avait finalement naturellement dans notre écosystème. Et d'ailleurs, souvent, quand je reçois des gens en interview ou des gens que je rencontre, mais moi, ma fille, elle adore Messika, mais moi, ma fille, elle est fan, elle collectionne. C'est-à-dire qu'en fait, cette collaboration de Gigi Hadid, qui avait une 20aine d'années, elle a affirmé, confirmé et développé cette force de jeunesse qu'il y a dans l'ADN de cette maison. Alors, une question d'orientation de marketing, comment on lance une marque de joaillerie aujourd'hui? Parce que on a bien compris l'orientation couture, avoir éventuellement des partenariats, mais au départ, il faut quand même un dessin très ferme. Ouais, je pense qu'il faut effectivement commencer par là. Déjà, il faut avoir une identité. Il faut que vous soyez visible dans cet écosystème mondial qui chahute dans tous les sens avec tellement de monde, tellement de styles, tellement de produits. Il faut déjà avoir une identité. Et cette identité, vous devez la poursuivre dans l'image. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement un produit, mais c'est aussi une image. Les gens aujourd'hui, ils aiment rentrer dans des communautés, rentrer dans des univers, rentrer dans des... C'est pas seulement un produit qu'on achète, c'est une part d'eux. Et c'est là où est la force. Et c'est aussi ça que j'ai incroyablement... touchée quand il y avait la galette des rois où Pierre m'a dit mais il y a la queue, les gens se battent, etc. C'est-à-dire c'est accéder, c'est pas seulement c'est accéder à autre chose que forcément le produit. Oui, c'est du rêve. C'est comme acheter une galette avec le prix pour un bijou dedans. C'est vraiment le rêve. Exactement. Et c'est aussi pour ça que le luxe se porte bien, c'est qu'il y a cette part de rêve et de communauté en rentrant dans leur univers, dans l'univers de ces marques. Donc je dirais ça, c'est très important. Ces deux choses sont... Et vous devez rester sur votre chemin. C'est-à-dire, en fait, il y a de l'opportunisme en marque, c'est-à-dire vous devez ressentir... Enfin, moi, j'ai eu la chance de ressentir un espace vide dans un marché qui existait. Donc je suis allée dans ce petit trou, en fait, parce que je l'ai ressenti.
instinctivement, mais j'ai eu la chance d'être née dans l'univers du diamant. Donc, quelque part, je touchais le diamant, j'y avais accès facilement. Donc, ça me paraissait naturel de rendre le diamant aussi... Parce que souvent, les filles me disaient, mais non, il faut pas toucher. Non, ça va... Il y a quelque chose, on dirait qu'on touche à quelque chose de fragile, alors qu'il n'y a pas plus fort et plus énergétique que le diamant. Donc, ça m'est venu naturellement et ça correspondait à un marché. Il faut continuer sur sa route. C'est-à-dire que, quelles que soient les tendances, vous devez vous adapter les tendances à votre style, mais vous devez garder votre ADN. Moi, je me rappelle, je travaillais chez Chanel quand j'étais jeune, et en fait, il doit y avoir des mots attachés, un style, des valeurs auxquelles vous ne devez jamais déroger. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que les gens vous ont aimé et vous ont reconnu. Donc ça, faut rester constant. Et quel que soit donc le canal utilisé. Ouais. Podcast, TikTok, etc., etc. Exactement. Moi, c'est le diamant. Depuis le début, ça a été une de mes valeurs parce que légitime et crédible là-dedans, parce que expertise, etc. Je reste loyale au fait que je veux que le client final comprenne que nous sommes un spécialiste de ce produit. Donc, je m'amuse pas à aller travailler des rubis, des émeraudes, ce genre de choses. D'accord, donc on reste sur l'idée première. Après, c'est qu'une déclinaison des outils, en fait. Ouais, mais en tout cas, rester toujours sur son chemin. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau se profiler? Bon, parce que comme tout le monde, il y a eu le Covid, etc. Est-ce que, par exemple, les NFT, c'est quelque chose qui va être intéressant pour la joaillerie? Les NFT, moi, je sais pas, je suis pas trop... je suis peut-être un peu trop vieille pour l'instant. Je pense qu'effectivement, ça sera l'avenir. Mon frère est très investi, mon petit frère. J'ai un petit frère de 27 ans qui est investi là-dedans. Je suis sûre que c'est pas un effet de mode. Je pense que c'est un changement profond. Mais justement, je veux pas être opportuniste et je veux pas y aller parce que tout le monde en parle maintenant. Je veux y aller parce que ça fait sens et parce que je comprends le projet et parce que je l'ai intégré. Mes équipes sont super chargées. Je vais pas leur rajouter en plus des projets parce que c'est dans l'air du temps. Je pense que les choses se feront naturellement quand elles devront se faire. D'accord, tout en gardant son ADN. Exactement. Dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous préférez? J'aime créer. Définitivement, j'aime créer, mais c'est pas créer des bijoux, c'est créer plein de choses. Hein. C'est dessiner un nouveau concept de boutique. Ça va être conceptualiser ma prochaine campagne de publicité. C'est tout ce qui est autour de la créativité. Et dans tout ce qui est autour justement de la créativité, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus fun? Ce qui est génial dans la créativité, c'est faut laisser un peu parler son enfant libre un peu. C'est le truc aussi qui vient un peu à l'instinct, pour en revenir au podcast. C'est le truc qui vous arrive un peu comme un flash. Et c'est ça qui est amusant. Ça vous arrive pas forcément autour d'un bureau. Hein. Ça peut vous arriver dans votre voiture, dans le lit le soir. C'est un peu comme l'ordinateur. Les yeux sont un ordinateur en fait, et vous capturez toute la journée des images. À un moment donné, il y a quelque chose qui vous vient et il faut savoir le lire et le détecter. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite? La santé, hein, déjà. J'ai envie de dire, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, de continuer à vivre de ma passion et d'essayer de transmettre cette passion aux gens. Je fais toujours un gimmick pour la dernière question qui est qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui voudrait marcher sur vos traces? Donc, par exemple, si c'était vos filles, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, fais gaffe parce qu'il faut pas vivre dans l'ombre de quelqu'un et je veux pas du tout, entre guillemets, être une présence trop cannibalisatrice. En fait, je voudrais pas qu'elles se mettent dans un sillage pour se dire je dois être dans ce sillage. Je leur dirais, faut vraiment que tu te sentes habité par ça de l'intérieur de toi et pas vouloir faire ce que moi je projette sur toi. Ce qui est pas forcément facile parce que quand on est parent, forcément on fait des projections. Et je leur dirais, connecte-toi à ce que toi tu as envie de faire. Et si c'est ça, alors là, sky is the limit, mais trouve d'abord vraiment ce qui t'anime en fait au plus profond de toi. Et après? Et après, envole-toi. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Valérie Messica sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche.
Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast Brillante sera le 19 mars. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Et puis la semaine suivante sur le podcast Le bijou comme un bisou, pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous de dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple ou Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout, partagez le podcast tout autour de vous. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants.